Et de là, j'ai intégré l'Union africaine. J'ai intégré l'Union africaine en tant que conseiller en lobbying chargé des politiques subsahariennes. Et après, je suis passé aux Nations Unies. Alors, j'irai à l'Union africaine le premier jour où je suis arrivé. Vous arrivez et vous avez toutes les nations qui sont là avec les représentants. Et vous voyez, vous êtes surpris de voir qu'en fait, il y a le porte-flambeau du Bénin qui est devant vous. C'est une pression agréable. C'est-à-dire que c'est... Tu es fier de toi à ce moment-là? Je suis fier de toi à ce moment-là. Tu te dis, ah ouais, là, je prends une nouvelle dimension. Je vais faire quelque chose de nouveau. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Afrique You Voice. Afrique You Voice est un média qui vise à mettre à lumière les idées, les actions de la jeunesse africaine afin d'inciter d'autres jeunes et les inspirer de s'intéresser au développement, au changement en Afrique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter un jeune, il a seulement 21 ans, il n'a même pas fini ses études. Il a réussi à fonder sa boîte dans le numérique et actuellement, il représente le Bénin aux Nations Unies. N'est-ce pas incroyable cela? Alors, bienvenue sur Afrique You Voice et bienvenue Loïc. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Tu peux te présenter brièvement à nos auditeurs Afrique You Voice? Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Loïc Gaito. Je suis fondateur d'une entreprise basée au Bénin qui s'appelle Nukonyi et membre consulaire du Bénin auprès des Nations Unies. Comment c'est venu cette idée de fonder ta boîte alors que tu es encore étudiant? Comment tu es passé à seulement 21 ans, tu n'es même pas encore passé, tu es encore étudiant et tu as fondé une boîte qui est basée principalement au Bénin? Alors comment dire, je dirais plutôt c'est l'influence de mon entourage et depuis tout petit j'ai toujours su que ce que je voulais faire dans ma vie c'était vraiment quelque chose qui apporterait de la valeur aux populations africaines et béninoises en particulier. Dès ma maturité, dès que j'ai eu 18 ans, j'avais un de mes oncles qui était un peu dans les affaires, qui m'a incité sur le sujet, qui m'a demandé de me lancer parce qu'il n'était jamais trop tôt pour commencer. Aux âmes bien nées, comme il disait, la valeur n'attendait pas un nombre des années. Et du coup, je me suis lancé tout d'abord comme ça en essayant de l'accompagner dans cette activité. Puis j'ai découvert l'univers du numérique. Je me suis dit, ah ouais, le Bénin, il faut savoir, un pays qui est en phase de mutation croissante et qui est en train de développer et de digitaliser tous ces différents process concernant les services publics. Donc j'ai vu là tout de suite un marché niche. Je me suis dit, ah ouais, ça m'intéresse. Du coup, je me suis lancé comme ça. Je ne connaissais absolument aucun background en informatique. Du coup, j'ai recruté les meilleurs ingénieurs du pays qui sont dans une zone qui est semblable à Silicon Valley qu'on appelle le Bénin Summer City. Au Bénin. Je me suis accompagné, c'est ça, au Bénin, qui est un projet d'ailleurs étatique du pouvoir béninois avec une structure qui s'appelle Summer City. Okay. Donc du coup, je les ai recrutés là-bas et ensemble, on a fondé Nukonyi. Nous avons commencé à trouver nos premiers marchés. C'était assez effervescent, intéressant. Mais du coup, nous l'avons fait, nous avons commencé et ça dure 3 ans. C'est le numérique qui est vraiment notre cœur de métier le plus battant, qui bat littéralement le conseil. Et nous avons des clients, notamment l'État béninois, des entreprises privées au Bénin, des multinationales qui sont basées au Bénin et dans la sous-région. Et nous nous adressons généralement à tout ce qui sera start-up, PME, PMI, entreprises en pleine croissance et... Voilà. Comment tu as réussi à avoir la confiance de l'État? C'est quand même osé, tu vois. En fait, là, tu touches au secret de Pélichinelle, mais globalement, ce que j'ai fait d'abord, c'est-à-dire qu'au départ, je me suis lancé dans une stratégie où je n'essayais pas forcément de gagner de l'argent. J'essayais vraiment de gagner de la confiance de ces différents dirigeants-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis d'abord allé les voir. J'ai proposé des services gratuitement. Mais on ne va pas voir l'État comme ça, donc... Ah, c'est... Hein. Non, c'est... Bon, on ne va pas voir l'État directement comme ça, comme tu dis, mais on essaye quand même de concourir à certains appels d'offres, de faire un réseau, tu vois, et de justement essayer de toucher les bonnes personnes, de tenter, de proposer et de surtout faire adopter nos solutions. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur une base totalement perdante, c'est-à-dire qu'on est parti, on a proposé des solutions sans rien gagner en retour, on a demandé aux gens de les tester, et justement, comme nous avons pensé pour l'Afrique, justement pour ces différentes personnes-là, c'est des solutions qui étaient super simples à apprivoiser, et du coup, les ont adoptées facilement. Et c'est de là que tout est parti. Nous avons commencé nos activités. Ouais. Pourquoi principalement le numérique? Alors, je pose une très belle question, Aïssatou. Il faut savoir que l'Afrique, déjà, c'est un continent très dense et très peu ruralisé. Enfin, pas très peu ruralisé, c'est très péjoratif de le dire, mais malgré la volonté de nos différents dirigeants de désenclaver différentes contrées, il faut savoir que certaines barrières géographiques persistent en Afrique. En fait, le numérique, c'est vraiment cette manière-là de supprimer ces barrières-là et de
pouvoir catalyser tout le monde sur le marché du numérique. Je suis d'accord. Avec le numérique, il n'y a pas de barrière. Non. Et aujourd'hui, c'est une force pour le continent. Oui. Donc déjà, sur ce volet-là, ça nous a déjà poussé dans l'idée. Et dans un autre sens encore, il y a la démographie en Afrique. Et donc, quand on a des services publics en Afrique avec des populations de 350 millions, je pense que ce n'est pas évident d'avoir des préfectures assez dynamiques, histoire de traiter tout le monde de manière récurrente par journée, à longueur de journée, sous des files d'attente. Donc, du coup, ça nous a permis justement de pouvoir digitaliser, dématérialiser tous ces différents process qui sont de manière récurrente dans la vie de tous les jours, mais de plutôt les remettre en ligne, ce qui permet justement à tout le monde de pouvoir accéder aux services depuis chez lui. Donc déjà, ça supprime les files d'attente dans les administrations, ça désengorge. Et surtout, ça permet un traitement rapide et linéarisé de toutes les différentes situations et dossiers qui sont en cours. Donc en fait, ça permet aux différents opérateurs des services en ligne de pouvoir avoir des historiques, de pouvoir capitaliser l'information et la centraliser. Ok. Tu représentes le Bénin aux Nations Unies, en Suisse, je pense. En Suisse, où tu représentais, c'est ça, à Genève, aux Nations Unies. Comment tu as réussi à intégrer les Nations Unies, à représenter le Bénin? Je me suis lancé d'abord dans un cursus diplomatique où je suis en train d'ailleurs de faire des études en institut politique, de haute études politiques. Et de là, j'ai intégré l'Union africaine. J'ai intégré l'Union africaine en tant que conseiller en lobbying chargé de politique subsaharienne. Alors l'Union africaine, c'est d'abord sous concours et sous recommandation. Ok, donc le résultat aussi, c'est un bon réseau. C'est ça. Alors j'ai passé en concours. Le réseau, c'est pas forcément la force, c'est déjà la compétence en elle-même. Il faut déjà être compétent, passer le concours et maintenant demander au réseau d'appuyer. Parce que si vous demandez au réseau de vous appuyer et que derrière vous n'êtes pas compétent, vous mettez en doute la crédibilité. Exactement. Et ça, c'est pas l'objectif. Ouais. Donc du coup, j'ai passé le concours et puis j'ai appuyé mes dossiers par des recommandations et j'ai intégré l'Union africaine sur les sujets de lobbying en région subsaharienne. Et de là, j'ai commencé à justement commencer mes activités, à dérouler mes activités dans le cadre de ce lobbying. Et après, je suis passé aux Nations Unies. Quand je suis passé aux Nations Unies, je suis d'abord parti aux Nations Unies tout seul. C'est-à-dire que j'ai intégré les Nations Unies en étant affilié à l'Union africaine. Et en fait, en commençant cela, j'ai commencé à me rapprocher du corps diplomatique béninois. Et c'est de là que j'ai commencé à faire à temps partiel l'assistance dans le corpus consulaire béninois. Pardon. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment le concours pour intégrer l'Union africaine se passe? Alors, c'est plusieurs étapes. Déjà, vous déposez votre CV. Et sur quel site? Sur le site de l'Union africaine. Oui, ils recrutent souvent Oui, ils recrutent souvent. Ok. Et vous déposez votre CV avec les certifications. Il faut savoir que moi, je suis un bouffeur de certifications. J'en passe tout le temps. Mais alors là, vraiment tout le temps. Mais comment tu sais quelle certification il faut passer pour... ou bien toutes ces informations, tu les trouves sur le site? Non. En fait... C'est par curiosité, tu essaies de chercher, tu fais des recherches? Oh non, je ne dirais pas ça. Je dirais, quand vous savez où vous allez, vous savez ce qu'il vous faut pour y aller. Et du coup, vous cherchez ce qu'il faut pour y aller. C'est justement ça. Je sais où je vais. Donc, je n'ai pas des certifications justement qui me préparent à aller où je vais. Okay. Et du coup, finalement, c'est moins compliqué quand j'arrive sur les sujets parce que je suis justement, ce serait orgueilleux de le dire, outillé, mais j'essaye d'être outillé pour justement pouvoir sourcer et accéder à ces différents postes de responsabilité. D'accord. Donc du coup, par rapport à cela, vous avez votre CV, d'accord, vous déposez vos certifications, tout ça. Vous écrivez un essai sur des sujets d'actualité sur le continent. Vous avez un entretien. Vous passez l'entretien et quand l'entretien est validé, vous avez une autre phase qui intervient et on vous demande de venir au siège des Nations Unies. On vous fait... Nations Unies ou l'Union africaine? L'Union africaine, pardon. Et on vous fait des sortes de tests psychologiques et psychotechniques. Oui. Et après, c'est bon. Quand c'est bon, on vous envoie un mail, on vous confirme votre inscription, vous allez faire la journée d'investiture et voilà. L'entretien, ça se passe en physique ou en distance? Les deux. Selon ce que souhaite la structure en aide. Mais généralement, c'est souvent en ligne. En ligne. Ouais. Toi, tu l'as passé en ligne? Moi, je l'ai passé en ligne. Et après, je me suis rendu justement à Addis Abeba pour passer la seconde partie. Mais c'est très bien, franchement, bravo. Et est-ce que c'est quand on t'envoie ce mail d'acceptation, tu fais l'investiture, c'est un contrat que tu signes ou bien c'est... Alors c'est un contrat en CDD. En CDD qui se renouvelle? C'est ça, selon la performance. Et moi ça dure depuis février. De cette année? De cette année, à l'Union africaine. Et voilà. C'est un CDD de combien de temps? C'est assez secret. Ah, ok.
Ok, ça marche. Alors, aux Nations Unies, quand tu représentes le Bénin, c'est pour parler des sujets. Est-ce que c'est un sujet spécifique à chaque fois ou ça dépend des réunions, des rencontres? Alors, il faut savoir, moi, j'ai vraiment eu un parcours commerce international axé sur la chaîne de valeur. Moi, j'ai fait des études en supply chain. Et les supply chains, aujourd'hui, sont déterminants pour les chaînes de valeur mondiales et l'économie mondiale. Et en fait, j'interviens majoritairement sur des sujets de commerce, d'économie, et d'économie circulaire et de développement durable. Donc, en fait, j'interviens pas tout ce qui sera sécurité, droit, donc ce n'est pas mes domaines de prédilection. Donc, c'est vraiment plus tout ce qui sera trade and commission. En fait, je suis basé à la CNCD, principale. Aurais-tu une expérience ou une anecdote à nous partager de ton expérience, soit aux Nations Unies, soit à l'Union africaine? Alors, j'irai à l'Union africaine le premier jour où je suis arrivé. Vous arrivez et vous avez toutes les nations qui sont là avec les représentants. Et vous voyez, vous êtes surpris de voir qu'en fait, il y a le porte-flambeau du Bénin qui est devant vous. C'est une pression agréable. C'est-à-dire que c'est... Tu es fier de toi à ce moment-là? Tu es fier de toi à ce moment-là. Tu te dis, ah ouais, là, je prends une nouvelle dimension. Je vais arriver quelque chose de nouveau. Et c'est surtout très, très agréable. Et pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures sensations. Pour quelqu'un qui est amoureux du Bénin comme moi, mes amis vous le diront, ma chanson favorite est l'hymne national du Bénin. J'adore cet hymne, qui pour moi est cadencé et une myriade musicale. C'est vraiment une sensation folle. Mais oui, je pense que c'est l'une de mes meilleures expériences et c'est quelque chose qui m'a marqué de voir qu'en fait, j'étais justement en train de... Tu t'es dit à 21 ans, j'ai réussi à faire ça. Alors, franchement, je parle très peu de mon âge, parce que je pense que c'est vraiment... Mais c'est quand même à féliciter, je me dis. À 21 ans, tu n'as pas fini tes études et tu arrives à faire... Certes, tu es aux Nations Unies, tu as réussi à intégrer l'Union africaine, tu as fondé ta boîte, tu passes plein de certifications. Moi, je me dis, c'est quelque chose à féliciter, en vrai. Tu devrais en être fier. Bon, quand tu le dis comme ça, oui, je suis fier, mais bon, c'est pas quelque chose que je mets particulièrement sur ma tête comme casquette, parce que pour moi, je reste quand même jeune comme toi. Et la différence, c'est peut-être que j'ai une meilleure appréhension pour mon pays, parce que j'aime beaucoup mon pays, je ne sais pas pour la plupart des gens, mais c'est qu'est-ce que j'exhorterais vraiment les Africains, les jeunes Africains surtout, à vraiment participer à leur nation, à s'y intéresser et à voir dans quelle mesure du possible est-ce qu'ils peuvent participer à ce chantier. Parce que des fois, on a cette excuse de dire oui, je ne suis pas au pays, tu vois. Et je suis jeune. Et c'est faux, ça. C'est ça, exactement. On a l'impression qu'il faut avoir 30, 40 ans pour commencer à s'intéresser au développement, au changement, alors qu'on peut faire des petites choses du quotidien qui peuvent impacter, que toi, tu peux penser que ça n'a aucun impact direct, alors que si. Oui. Des petites choses de tous les jours, ça peut te mener à faire de grandes choses. C'est ça. Ouais. Mais après, c'est comme on dit, hein, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc, tout le monde est capable de tout faire. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc, je pense vraiment cette question d'âge, peut-être dans la durabilité dans le temps, histoire de rassembler les connaissances, oui, mais dans ce qui sera bouger les lignes, casser les lignes, trouver des solutions avant-gardistes, non, je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge et que tout le monde peut tout faire. Tout dépendra vraiment du degré de maturité, du niveau de conscience de chacun et de l'éducation. Parce qu'on ne dit pas, mais l'éducation, c'est vraiment le cœur même de tout changement, quoi. Ouais. Et je pense que si aujourd'hui j'ai cette maturité-là super tôt, c'est encore une fois l'influence de mon entourage, de mon éducation, qui m'a tout de suite exhorté, m'a tout de suite rappelé qu'en fait, je suis un enfant du Dahomey, le Bénin, et que je dois tout faire pour le Bénin. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a motivé tout de suite dans mes études, dans mes quêtes et dans mes différents objectifs. Quand tu as lancé ta boîte, est-ce que tu as eu de l'aide, d'accompagnement financier auprès de l'État ou auprès de structures Non, je n'ai pas eu besoin, mais je pense qu'il y a des entreprises de Bénin qui le font. Aujourd'hui, il y a une structure au niveau du Bénin qui s'appelle l'ADPMI, qui est dirigée par... l'ADPMI. C'est-à-dire c'est l'agence des petites et moyennes entreprises qui accompagne les entreprises justement à trouver des sortes de financement histoire de tourner leur trésorerie. Mais moi, je n'en ai pas eu besoin parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une approche totalement différente. C'est une très très longue histoire. Je pense que ce sera vraiment quelque chose à réserver pour une autre fois. Mais non, j'ai pas eu besoin de cela. J'ai tourné ma trésorerie sur fonds propres et avec quelques amis d'ailleurs, même nous avons mis en place un fonds d'investissement actuellement au Bénin qui est chargé d'accompagner les différents entrepreneurs, les différents PME sur divers sujets qui ont besoin de financement et les accompagnons. Là, actuellement, vous le... Oui, actuellement. Okay. Nous avons mis ça en place
Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on essaye vraiment de diversifier nos différents secteurs d'activité. Nous avons beaucoup mis dans les obligations et les actions. Mais là, nous essayons vraiment de nous tourner vers les entreprises. Mais le problème, comme partout en Afrique, c'est l'informalisme. Et c'est compliqué d'investir quand vous n'arrivez pas à mesurer les risques. Et c'est un gros problème en Afrique. Mais nous sommes en train de réfléchir justement pour trouver des prorata, des sortes de moyens de contourner justement ces différents problèmes-là. Nous sommes en réflexion, nous réfléchissons toujours. Mais nous espérons vraiment pouvoir trouver des solutions très vite et vraiment avancer sur les sujets. Ouais. Ce serait super de pouvoir outiller et également d'appuyer ces entreprises-là. Ce serait vraiment une manière vraiment d'impacter, de toucher l'économie béninoise, la dynamiser. Et c'est combien de personnes, c'est une équipe de combien de personnes ta boîte? Nous sommes une quinzaine. Une quinzaine. Après combien de temps vous avez réussi à vous verser un salaire? Que ce soit toi ou l'équipe? Alors, au départ, je suis venu tout seul. Je me suis associé avec 2-3 amis, que je salue d'ailleurs. Et de base, on travaillait sur fonds propres, c'est-à-dire qu'on n'essayait pas de toucher des revenus. Mais dès qu'on a embauché des personnes, tout de suite, nous avons assumé. On a payé les cotisations, on a payé les salaires, on a souscrit aux assurances de tout le monde. Donc en fait, il faut savoir que un des avantages aussi en Afrique, c'est la main-d'œuvre. Mais vraiment, nous sommes allés dans une démarche différente où le but n'était pas d'asphyxier nos différents collaborateurs, mais vraiment de les accompagner, de les mettre dans un cadre agréable et dans un environnement. C'est ça. Oui. Et en fait, nous avons vraiment essayé de redorer le blason en payant beaucoup plus, vraiment beaucoup plus que la moyenne au pays, histoire vraiment de motiver, de les garder dans notre chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, sur le sujet, quand nous avons commencé, nous avons payé les salaires, comme tout le monde. Okay. Mais vraiment sous fonds propres d'abord. Okay. Et après, avec les activités, les marchés qu'on avait à gagner, nous avons tout de suite rentabilisé nos investissements. et voilà. Est-ce que vous comptez vous diversifier sur d'autres secteurs? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Là, nous sommes en train de diversifier en proposant de nouvelles solutions. Bientôt, vous allez voir une solution qui s'appelle Azan et une autre qui s'appelle Agbaza. Et nous serons d'ailleurs à Marrakech pour la semaine des solutions. Et, really? Yes. Yeah, c'est bien. Et aussi plein de choses à venir. Parce que là, nous sommes en train de... Bon, pas de manière directe avec nos coins, mais avec le fonds d'investissement. Nous sommes en train de nous diversifier dans l'agriculture, nous sommes en train de nous diversifier dans l'éducation, nous sommes en train de nous diversifier dans l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment plein de différentes solutions qu'on est en train d'envisager à long terme. Et j'espère que d'ici là, on aura le temps de refaire encore une autre interview avec des résultats cette fois-ci probants et une sorte d'analyse de la situation par rapport à ce qui a été fait. Ouais. Est-ce que vous faites des appels d'investissement, vous êtes des appels pour que les gens puissent investir dans votre boîte? Alors, ou bien vous voulez être autonome? Aujourd'hui, je suis en train de le faire un peu plus parce qu'en fait, je participe parfois à des workshops avec des entités au Bénin, notamment la GCI, qui est une association de jeunes leaders au Bénin, et une autre association qui est dirigée par un cher ami que je salue d'ailleurs, M. Serge Sewa, qui justement est le président des jeunes leaders du Bénin et qui justement me permet de pouvoir intervenir dans ces différentes solutions-là pour éduquer justement la jeunesse béninoise sur divers sujets financiers et économiques et également parler justement de ma structure d'investissement qui propose d'accompagner les porteurs de projets. Donc oui, nous communiquons dessus, pas assez peut-être, mais c'est des choses qui arriveront, histoire de le temps pour nous de trouver des solutions pour contourner l'informalisme. Et après, nous allons mieux communiquer sur ces différents sujets-là. Ouais. Accompagnez-vous d'autres structures qui ne sont pas forcément béninoises? Nous sommes en train, nous réfléchissons, nous sommes actuellement sur un filon, je n'en dirais pas énormément sur le marché ivoirien. Nous allons intégrer le marché ivoirien. Le marché togolais, nous avons essayé de pénétrer, mais c'est un peu robuste là-bas, donc nous essayons encore de peaufiner la stratégie. Nous sommes en train de penser également à nous plonger au Mali, qui est un pays qui est en train de nous intéresser énormément, au Mali, en Guinée et en Côte d'Ivoire. C'est les pays qui nous intéressent aujourd'hui, donc nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des synergies avec différents membres de la diaspora pour justement pénétrer ces différents États-là de manière concrète avec des bases assez solides. Parce qu'il ne faut pas pénétrer pour pénétrer. Il faut pénétrer avec les connaissances, il faut pénétrer en ayant une notion des risques. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il faut connaître les risques avant de se plonger dedans. Et personne ne connaît mieux son pays qu'un local. Je suis d'accord. Et là, tu nous as parlé d'un salon, le salon marocain. C'est quoi comme salon et comment vous avez réussi à... le salon de la semaine des solutions. Et j'ai été invité par un émirant ami, M. Léon Soumbadi, qui est le promoteur de l'événement. Ok. D'accord. Et du coup, je vais participer à la session santé et éducation, oui. Et nous allons présenter nos deux solutions Agbaza,
qui est une solution de traitement de données médico-sanitaires qui est issue d'un partenariat public-privé avec l'État béninois, qui est en train d'être discuté d'ailleurs. Et une autre solution qui s'appelle WIMA, qui est vraiment là dans le but de fiabiliser les documents, les diplômes délivrés par le gouvernement béninois, les entités béninoises. Parce qu'en fait, on a remarqué qu'il y a une pullulation du marché de l'emploi avec plein de faux diplômes, plein de faux certificats. Oui. Et nous avons vraiment pour objectif de vraiment raffiner le secteur, de vraiment rationaliser tout ce qui est, voilà, limiter toute cette corruption, tout ce qui est abus par rapport à ces différents diplômes-là. C'est vraiment l'objectif de WIMA qui va justement venir resserrer les taux, fermer le robinet, qui pollue énormément le marché de l'emploi. Oui, c'est un sujet vraiment ce qu'on doit se plonger dedans. La corruption, c'est l'un des comment je dis, les plus profonds de l'Afrique. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Hein, mais en fait, je me dis, c'est le numérique en fait, et la digitalisation, ça permet de limiter cette corruption. En parlant de ça, d'ailleurs, il y a une anecdote au Bénin concernant justement la digitalisation pour contrecarrer la corruption. En fait, aujourd'hui, au Bénin, ce qui se passe, c'est qu'en fait, historiquement, payer les amendes en main propre. Bah oui, c'est ça. Nous avons digitalisé ça au Bénin. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une amende, vous payez directement sur le site du Trésor public. Ça permet de contourner les pauvres, de contourner les paiements à la main qui ne sont pas déclarés. C'est ça. On ne sait même pas en fait si c'est une vraie amende en vrai. Exactement. Tu donnes directement au policier qui te laisse. Exactement. Ouais. On essaie vraiment de limiter tout cela et c'est vraiment une très très bonne initiative que je trouve de la part du gouvernement béninois. Je pense que le Mali aussi est en train de faire un truc comme ça pour la collecte des taxes foncières. Je n'ai pas trop d'informations. J'en ai parlé à plusieurs de mes interviews. Je me dis franchement, la digitalisation, ça peut énormément contribuer à limiter la corruption. Les différentes corruptions et aberrations qui polluent vraiment le système africain. Oui, je suis d'accord. Et peut-être, ou une avant-dernière question, comment tu réussis à t'organiser entre tes études ici et toutes ces missions que tu es en train de faire à travers ton entreprise, à travers ces salons que tu dois assister, à travers l'Union africaine. Comment tu arrives à t'organiser? Alors j'ai la chance d'avoir un cursus très intéressant, c'est-à-dire qu'à l'école, j'ai des cours de manière séquencée, soit une semaine par mois. Donc ça me laisse un peu le temps de me concentrer sur les deux activités. Et quand je ne peux pas être présent à mes cours, j'essaye vraiment de justifier auprès de mon école que je serai absent pour de telles raisons. Et après, je rattrape les cours que j'ai perdus précédemment. Et tu arrives à te divertir, à sortir. C'est éprouvant, mais concernant le divertissement, comme tu le dis, quand on aime ce qu'on fait, ça devient divertissant. Et ça devient divertissant, exactement. Donc en fait, oui, en faisant ça, je prends plaisir. Là, tu viens de dire exactement quelque chose que j'avais dit la dernière fois. Ils m'ont dit, comment tu arrives à gérer tout ça, faire Africa You Voice, les montages. Je dis honnêtement, pour moi, c'est une sorte de divertissement parce que j'aime bien ce que je fais. C'est pas parce que je vais pas tous les jours. Avant, je sortais beaucoup. Je sortais tout le temps et j'aimais pas rester à la maison. Maintenant, je reste à la maison, mais ça me dérange pas parce que je suis en train de travailler toute la journée, donc je vois même pas le temps passer et je prends un plaisir énorme à le faire. Non, et je m'ennuie pas à la maison maintenant. Non, mais en tout cas, bon courage dans ce que tu fais, franchement, c'est magnifique, c'est super. Ouais, et un mot pour la jeunesse. Bon, avant de finir, concernant le divertissement, comme tu le disais, je dors énormément. Quand j'ai le temps, je dors vraiment, histoire de vraiment récupérer, avoir des forces. C'est ça. Et parfois, je me donne des vacances moi-même. C'est-à-dire que je décide d'aller dans une destination, de visiter, de découvrir. Et ça me fait du bien. Est-ce que tu as un mot pour la jeunesse africaine, surtout ces jeunes qui ont peur de fois de se lancer? Alors, quand on n'a pas essayé, on a déjà échoué. Ça, faut se le dire. Donc déjà, je dirais vraiment à tout le monde, à toute la jeunesse africaine, de vraiment se dire que l'avenir du continent dépend de nous. Et surtout qu'il faut partir dans une démarche où nous avons envie d'apporter, nous avons envie de changer les choses. Et surtout d'être membre actif du changement que nous voulons voir en Afrique. Et les autres, vraiment tous les jeunes Africains, à surtout adopter ce leitmotiv-là et à se lancer dans ce chantier-là qui nous attend tous de main ferme. Ouais, surtout, il n'y a pas de frontières. On ne peut pas avoir cette excuse actuellement de dire oui, je ne suis pas en Afrique. Non, absolument pas. Totalement pas d'accord. L'Afrique, c'est à 6 heures. Ouais. Le Maroc, c'est à 2 heures. Non. Et on va en vacances sur des destinations qui sont 12 heures. Donc ça n'a pas de sens de dire aujourd'hui qu'on n'est pas présent sur le continent. On a Internet aujourd'hui, on a WhatsApp, on a Gmail, on a tout pour contacter les gens sur le continent. Donc c'est devenu un faux précepte. C'est vraiment une fausse excuse de se dire qu'en fait, nous ne pouvons pas y participer parce que nous sommes du côté de l'Hexagone, du côté de l'Atlantique ou autre, de participer à ce développement, quoi. Donc non.
évitons vraiment de trouver des arguments, parce que personne ne le fera à notre place finalement. Ouais. Et ce sera à nous de préparer la relève, de préparer le futur pour nos enfants et la génération qui viendront après. Je suis d'accord. Et donc, un dernier mot pour Afrique You Voice peut-être? Oula, Afrique You Voice, franchement, c'est vraiment une très belle initiative, j'encourage énormément. Et Nokoyi sera prêt justement à vous soutenir dans vos différentes activités. Et j'espère que ce sera quelque chose qui sera pérennisé dans le temps et qu'à long terme, tu auras ta chaîne. Je l'espère vraiment. Je te le souhaite. On espère. En tout cas, merci d'avoir partagé tes expériences, tes connaissances avec nous. Et j'espère que cette interview va motiver d'autres jeunes à se lancer, à arrêter franchement de procrastiner. On n'a plus de temps vraiment là. Il faut se lancer, il faut oser et sortir de sa zone de confort surtout et arrêter ses excuses de dire oui, je ne suis pas en Afrique, oui, je suis jeune. Peu importe l'âge, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice et nous pouvons faire quelque chose, changer les choses. Merci d'avoir pris votre temps, d'avoir regardé cette interview. N'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à rejoindre Afrique You Voice. Allez, merci.